Durant ma thèse, vous avez été nombreux à montrer de l'intérêt pour mon sujet en posant différentes questions. Et je me suis rendu compte que je n'avais jamais pris la peine finalement de réellement répondre à ces questions et de vous expliquer ce que je faisais. Donc j'ai réalisé cette présentation pour qu'elle soit la plus didactique possible, avec comme objectif que vous restiez chez vous en ayant appris un ou deux éléments nouveaux. Alors, on a déjà un peu toutes les chances de notre côté parce que mon titre n'est pas si compliqué à comprendre. On a parfois l'impression que les scientifiques choisissent les mots les plus compliqués qu'ils connaissent, les mettent les uns derrière les autres pour faire leur titre. Mais moi, ce n'est pas le cas. Donc, c'est la caractérisation des états précoces de la réponse immunitaire après une infection intranasale par Brucella en souris. Autrement dit, on a utilisé comme modèle animal des souris qu'on a infecté entre autres par voie intranasale avec une bactérie qui s'appelle Brucella. Et on est allé regarder à l'intérieur de la souris quelle était sa réponse immunitaire pour lutter contre la bactérie Brucella. Donc il faut vraiment peut-être essayer de garder cette image-là en tête pour le reste de la présentation. Je vais bien sûr introduire quelques concepts comme la réponse immunitaire et Brucella. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, l'immunité, elle peut être divisée en deux grandes parties. On a l'immunité dite innée et l'immunité adaptative. Alors, l'immunité innée, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. En fait, elle est présente de base. Donc, par exemple, lorsque il y a des pathogènes, des microbes qui se trouvent dans l'air ambiant et qu'ils sont respirés par un animal ou bien par l'homme, ces pathogènes vont rencontrer un premier niveau de l'immunité innée qui est la muqueuse nasale. Alors cette muqueuse nasale, comme vous pouvez le voir, elle est composée de cellules qui sont disposées côte à côte et il faut vraiment les voir comme une barrière physique. Cette barrière va empêcher le pathogène de pénétrer dans l'organisme. Alors, parmi ces cellules, il y en a certaines qui peuvent produire du mucus, qui est un gel qui va emprisonner les différents pathogènes, qui seront alors expulsés hors de l'organisme lorsque l'animal ou bien l'homme va tousser ou éternuer, par exemple. Parmi ces cellules, beaucoup d'entre elles ont également à leur surface des récepteurs. Ces récepteurs vont leur permettre de détecter un pathogène, la présence d'un pathogène, et signaler cette présence à l'ensemble des autres cellules de l'immunité pour qu'elles puissent s'activer et agir contre ce pathogène. Alors évidemment, il y a des pathogènes qui arrivent, malgré cette première barrière, à aller se localiser dans des sites, dans des organes un petit peu plus profonds, comme par exemple le poumon. Et si on zoome sur une alvéole pulmonaire, là, on va rencontrer d'autres cellules qui sont par exemple les macrophages alvéolaires. Alors ces macrophages, il faut vraiment les voir comme des petits soldats. Ils sont là en tant que première ligne de défense et ils vont activer différents mécanismes qui vont leur permettre de lutter contre un pathogène. Si on regarde un peu plus près à quoi ressemble ce macrophage, donc voici une image en microscopie électronique à transmission qui nous permet vraiment de zoomer sur une cellule. Et donc on peut voir ici un macrophage qui est infecté par une dizaine de bactéries, comme on peut la voir ici. Donc ces fameux macrophages, ils expriment aussi à leur surface différents récepteurs qui vont leur permettre de détecter différents éléments de pathogènes. Donc par exemple, les récepteurs vont pouvoir détecter un flagelle, comme on peut le voir ici, ou bien des cils qui sont tout autour des pathogènes, ou encore des protéines qui sont à la surface des différents pathogènes. De plus, ce macrophage va pouvoir aussi internaliser un pathogène, c'est-à-dire le manger, entre guillemets. Et ces deux moyens de détection de pathogènes vont mener à la production d'une série de protéines qui vont avoir comme objectif de lutter contre le pathogène, de le dégrader. Donc cette réponse immunitaire dite innée, comme elle est présente de base, elle est assez rapide à réagir. C'est aussi une première ligne de défense contre un pathogène et elle est finalement assez peu spécifique du pathogène puisqu'elle peut en détecter toute une sorte, plein de sortes différentes. Alors, lorsque le contrôle au niveau local, donc par exemple ici au niveau du poumon, n'est pas suffisant, l'infection localisée peut se généraliser. Donc, ça peut mener à une infection généralisée de l'ensemble des organes d'un organisme.
Et le problème avec ces infections, c'est que des bactéries, par exemple, peuvent aller se localiser dans des organes comme les ganglions ou la rate, où il est très difficile de venir les déloger une fois qu'elles sont installées dans ces organes-là. Plus ou moins en même temps que cette migration généralisée des bactéries, il va y avoir activation de l'immunité dite adaptative, qui, elle, va s'adapter aux pathogènes. Donc, cette immunité adaptative, elle est caractérisée notamment par des lymphocytes T et B, les B étant les producteurs d'anticorps. Alors, cette réponse, elle va être un peu plus tardive et elle va être plus spécifique du pathogène. Donc, par exemple, les cellules sauront si le pathogène se trouve à l'intérieur de cellules ou bien à l'extérieur de cellules. Et dans ces deux cas de figure, la réponse immunitaire sera un petit peu différente. C'est également cette réponse immunitaire qui est activée lorsqu'on vaccine un organisme. Donc, le but de la vaccination, c'est vraiment de venir stimuler cette réponse pour que lorsqu'il y aura une réelle infection, eh bien, les lymphocytes T et B soient déjà prêts à agir et à être efficaces. Alors évidemment, il y a des pathogènes qui sont devenus maîtres dans l'art de l'échappement à la réponse immunitaire. Et un exemple, ça va être Brucella, donc la bactérie Brucella. Donc, vous pouvez voir qu'elle n'a ni flagelle, ni cils autour, et elle a réussi à modifier certains composants de sa membrane pour finalement être très peu détectée par le système immunitaire, et donc pour induire très peu de protéines qui auront comme objectif de la dégrader. De plus, lorsqu'elle est internalisée par la cellule de l'immunité innée, par le macrophage, eh bien Brucella va savoir déjouer un petit peu tous les plans de la cellule pour finalement réussir à se multiplier dans cette cellule. Si on regarde un petit peu plus près à quoi ressemble Brucella, donc la voici sur une image en microscopie électronique. Et cette bactérie, finalement, mesure moins de 1 micromètre, c'est-à-dire moins de 1 millième de millimètre. Et parmi ces nombreuses caractéristiques, c'est une bactérie qui est dite intracellulaire, donc elle vit et elle se multiplie à l'intérieur de cellules. Et en fonction de l'espèce de Brucella, eh bien, différentes espèces d'hôtes vont pouvoir être infectées, comme les vaches, les moutons, les phoques et bien sûr l'homme également. Au niveau des voies de transmission de Brucella, chez les animaux, il y a par aérosol, qui sont donc ces suspensions qui contiennent des bactéries, ou bien lors de la reproduction, mais également lors de l'allaitement. Au niveau de la transmission chez l'homme, il va y avoir par aérosol ou bien par contamination, par ingestion de produits laitiers contaminés et qui n'auraient pas été pasteurisés, par exemple. Un autre moyen de contamination chez l'homme, ça peut être par un contact direct entre une lésion cutanée et un fluide ou un tissu qui est potentiellement infecté par Brucella. Et je pense par exemple à des classes de métiers bien particulières à qui ça pourrait arriver, comme les bouchers ou les vétérinaires par exemple. Alors au niveau des symptômes de la brucellose humaine, en règle générale, elle passe de manière assez inaperçue. Donc, il y a dans 80% des cas, la brucellose humaine, oui, est asymptomatique. Parmi les symptômes assez légers, on va retrouver de la fièvre, une fatigue extrême, des douleurs articulaires, musculaires, donc finalement des symptômes qui sont très proches des symptômes qu'on peut retrouver dans un état grippal. Lors de la brucellose animale, un des symptômes les plus marquants, ça va être l'induction d'avortement. Et ça va poser pas mal de problèmes économiques, puisque lorsqu'il y a détection de la brucellose dans un cheptel, bovin par exemple, eh bien, tout le cheptel doit être éliminé. Ça mène donc à d'énormes pertes économiques, puisqu'il y a des pertes en termes de production de viande et de lait. Alors pour traiter la brucellose humaine, le traitement se base sur la prise de 2 antibiotiques pendant au moins 6 semaines et il n'existe pas de vaccin contre la brucellose humaine. Par contre, les animaux, on va les vacciner de manière préventive dans les régions où la brucellose est endémique. Mais le problème de ces vaccins, c'est qu'ils ne sont pas efficaces à 100%, c'est qu'ils peuvent avoir des problèmes de virulence, c'est-à-dire qu'au lieu de protéger l'animal, ils vont infecter l'animal. Et ces vaccins peuvent également causer des avortements, qui est pourtant le symptôme qu'on essaye d'éviter.
D'où la nécessité finalement de devoir développer de nouveaux vaccins pour les animaux. Et on se rend compte que même lorsque ces vaccins sont testés en laboratoire sur des souris et qu'ils fonctionnent bien, lorsqu'on essaye de passer à la vaccination de l'hôte naturel, il y a souvent des échecs de vaccination. Alors, un des problèmes qui pourrait expliquer ces échecs de vaccination, si ce n'est que la bête n'est pas exactement la même, ça j'en conçois, c'est que les routes utilisées pour infecter, pour vacciner les animaux ne sont pas les mêmes. Donc, les souris en laboratoire, elles vont être majoritairement infectées par voie intrapéritonéale, c'est-à-dire au niveau du bas-ventre, là où les bactéries vont arriver massivement et rapidement dans la circulation sanguine et pouvoir infecter l'ensemble des organes de la souris. Par contre, la vaccination de l'hôte naturel sur le terrain, ça va plutôt être par voie sous-cutanée, donc sous la peau, ou bien au niveau des muqueuses de l'œil, par exemple. On a donc décidé dans un premier projet de comparer différentes voies d'infection, donc la voie intrapéritonéale, la voie intranasale par le nez et également la voie intradermique avec injection au niveau du coussinet plantaire des souris et d'étudier l'impact de ces voies d'infection sur différents paramètres. On a par exemple étudié l'essentialité de gènes de virulence, les cellules qui étaient infectées ou bien les populations de lymphocytes qui étaient activées après une infection primaire ou après une deuxième infection. Pour la présentation ici, je vais vous présenter uniquement les deux premiers points. Alors, pour étudier l'essentialité d'un gène de virulence, on a pris comme exemple ici le gène de virulence VIR-B, qui est connu pour être le facteur de virulence par excellence chez Brucella de manière théorique. Pas de VIR-B, pas d'infection. Pour étudier l'essentialité d'un gène en science, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on retire ce gène, donc par exemple ici de la bactérie, ce qui fait que la protéine ne va plus être produite, comme on peut le voir ici, et on compare l'impact de ces deux types de bactéries. Donc la bactérie qui contient tous ces gènes et la bactérie à laquelle il manque un gène. Mais selon les conditions, l'essentialité d'un gène finalement peut varier. Si on prend l'exemple des essuie-glaces d'une voiture, en cas de beau temps, le fait de ne pas avoir d'essuie-glace ne va pas poser de problème. La voiture pourra rouler sans problème. Donc, dans cette condition-là, les essuie-glaces ne sont pas indispensables pour la voiture. Par contre, dans des conditions de forte pluie, de mauvais temps, la voiture, là, sans essuie-glace, ne peut plus rouler sans risque. Donc, dans ces conditions-là, les essuie-glaces sont indispensables. Et c'est ce qu'on a voulu comparer en utilisant les différentes voies d'infection. Donc, lorsqu'on infecte des souris, d'abord par voie intrapéritonéale, avec Brucella qui contient tous ces gènes, et qu'on regarde à différents temps post-infection, donc 2 heures, 5 jours, 28 jours ou 50 jours, au niveau du poumon ou bien de la rate, on peut voir que la bactérie, que le nombre de bactéries au niveau de l'organe poumon à 2 heures post-infection se situe entre 100 et 1000 bactéries. On voit qu'à 5 jours, on a une augmentation du nombre de bactéries dans le poumon, ce qui suggère qu'il y a une multiplication de la bactérie dans cet organe. À partir de 28 et 50 jours, par contre, on ne détecte plus de bactéries dans le poumon. Au niveau de la rate, on a également une multiplication de la bactérie entre 2 heures et 5 jours post-infection et une persistance des bactéries jusqu'à 50 jours post-infection. Si maintenant on réalise la même expérience, mais en utilisant une souche de Brucella qui est déficiente pour le gène VIR-B, qui n'a donc pas ce gène VIR-B, eh bien on peut voir que même si elle persiste à des taux inférieurs, on a quand même une persistance de cette Brucella sans son gène VIR-B jusqu'à 5 jours post-infection, tout comme la wild type. On voit également que dans la rate, il y a persistance de cette souche qui ne possède pas son gène de virulence VIR-B au moins jusqu'à 28 jours post-infection. Ce qui suggère que dans ces conditions-là, après une infection intrapéritonéale, le gène VIR-B n'est pas indispensable pour établir une infection. Si maintenant on réalise la même expérience mais en changeant la voie d'infection, donc si on infecte les souris en intranasal au niveau du nez, on voit aussi qu'on détecte des bactéries au niveau du poumon à 2 heures et à 5 jours post-infection.
Et on voit que l'infection au niveau de la rate commence à 5 jours post-infection et persiste au moins jusqu'à 50 jours post-infection. Si on réalise la même expérience, mais avec une souche de Brucella qui est déficiente pour le gène de virulence VIR-B, eh bien là, on voit que la bactérie, sans son gène de virulence, n'est pas capable d'établir une infection au niveau du poumon à 5 jours post-infection et n'est jamais capable d'établir une infection au niveau de la rate. Ce qui veut dire que contrairement à ce qu'on a vu précédemment, dans ces conditions-là, après une infection intranasale, le gène VIR-B est essentiel à la bactérie pour qu'elle puisse mener à une infection des différents organes. Finalement, lorsqu'on fait la même expérience mais par une voie intradermique, on voit donc que la souche de Brucella qui possède tous ces gènes persiste au moins jusqu'à 5 jours post-infection au niveau de la patte et persiste au moins jusqu'à 50 jours post-infection au niveau de la rate. Si on fait la même expérience mais avec la souche de Brucella qui ne possède pas son gène VIR-B, on voit qu'elle persiste très bien jusqu'à 5 jours post-infection dans la patte. Et résultat assez étonnant, c'est que sans son gène de virulence, cette bactérie persiste mieux que la bactérie qui possède son gène de virulence. Donc comme si là, la voiture, en fait, elle se transformait juste en Ferrari. Et au niveau de la rate, on a une persistance jusqu'à 5 jours post-infection. Mais donc, on voit bien que finalement, l'essentialité d'un gène de virulence va varier en fonction des voies d'infection. Si on infecte en intrapéritonéal, en intranasal ou en intradermique, l'essentialité d'un gène ne sera pas la même. Comme hypothèse, on s'est dit que peut-être la nature des cellules infectées pouvait être différente en fonction des voies d'infection. Ce qui nous amène donc à notre deuxième critère, le deuxième paramètre que nous avons étudié, qui était donc les cellules infectées en fonction des différentes voies d'infection. Alors pour cela, on a utilisé une technique qui s'appelle la cytométrie de flux. Donc cette technique permet de détecter les cellules qui sont infectées et de connaître la nature de ces cellules infectées. Donc, par exemple, ici, chaque point noir représente une cellule. Si cette cellule se trouve au-dessus de la ligne bleue horizontale, ça veut dire qu'on a détecté des bactéries, parce qu'on voit la détection des bactéries sur l'axe vertical, qu'il y a donc qu'il y a des bactéries à l'intérieur de ces cellules. Maintenant, en fonction de si les cellules se trouvent à gauche ou à droite de l'axe bleu vertical, ça nous donnera une idée sur la nature des cellules infectées. Donc, lorsqu'on infecte des souris par voie intrapéritonéale et qu'on reprend les rates à 2 heures après l'infection, on a remarqué que les cellules qui étaient infectées, donc au-dessus de la ligne bleue horizontale, étaient des macrophages. On a ensuite réalisé la même expérience, mais après une infection intranasale et en regardant au niveau du site local, donc le poumon. On a également détecté que les cellules infectées étaient des macrophages. Et finalement, lorsqu'on fait la même expérience au niveau de la patte après une infection intradermique, on se rend compte qu'on a également des macrophages qui sont infectés, mais on a en plus d'autres types cellulaires qui sont infectés, comme les neutrophiles, qui sont également des cellules de l'immunité innée, et des fibroblastes, qui sont des cellules stromales, c'est-à-dire non circulantes. Donc, voici de l'immunohistologie qui a été faite sur la patte d'une souris. Donc, on a réalisé des sections au niveau de la patte d'une souris et on est venu colorer différentes protéines à l'aide de marqueurs. Et donc, on peut visualiser ici un fibroblaste, qui est cette cellule allongée, et on voit qu'elle est infectée par Brucella, qui est remarquable ici en rouge. Ici, nous avons un macrophage qui est infecté par Brucella, et ici, un neutrophile. On voit donc bien qu'en fonction des routes d'infection, deux paramètres ici que je vous ai présentés, donc l'essentialité d'un gène de virulence ainsi que la nature des cellules infectées, pouvaient donc dépendre de cette voie d'infection. D'où finalement l'importance de tester des vaccins via une route qui est relativement proche de la voie de vaccination de l'hôte naturel, ce qui pourrait peut-être permettre d'éviter certains échecs lorsqu'on teste une souche vaccinale issus de tests expérimentaux en souris sur l'hôte naturel.
Alors, comme je vous l'ai dit au tout début dans l'introduction, si une infection est mal contrôlée au niveau du site local, elle peut rapidement mener à une infection généralisée où il y aura persistance de bactéries au niveau de ganglions et de la rate où il est très difficile de venir déloger cette bactérie. D'où l'importance finalement de pouvoir contrôler l'infection, dans ce cas-ci de Brucella, vraiment au niveau du site local et donc vraiment les premiers temps après l'infection. Et on s'est rendu compte que finalement très peu de choses étaient connues sur ce contrôle précoce au niveau pulmonaire après infection intranasale par Brucella. On a donc réalisé une expérience en infectant les souris par voie intranasale. Et 24 heures après l'infection, on a repris les poumons de ces souris et on a réalisé une technique qu'on appelle le séquençage ARN, qui est une technique qui nous permet de voir quels sont les gènes qui sont surexprimés, donc activés ou sous-exprimés suite à l'infection par Brucella. Et au niveau du poumon, comme vous pouvez le voir, on a détecté seulement 5 gènes qui étaient surexprimés après l'infection par Brucella. Pour vous donner une idée de comparaison, lorsqu'on fait la même expérience, mais en utilisant une autre bactérie, donc Legionella, pour infecter les souris, il y a plus de 1500 gènes qui sont détectés suite à cette infection. Donc ça corrèle bien finalement avec le caractère très furtif de la bactérie Brucella et le fait qu'elle se fasse très peu détecter par le système immunitaire. On a donc décidé d'aller voir un petit peu plus loin et de faire la même expérience, mais cette fois-ci au niveau cellulaire, donc vraiment sur les cellules qui sont infectées par Brucella. Et dans ce cas-ci, on a détecté plus de 400 gènes qui étaient surexprimés suite à l'infection par Brucella. On a choisi de travailler avec le gène ACOD1 pour différentes raisons, qui est donc le gène candidat sur lequel va se baser la suite de la présentation. Alors, comme je vous l'ai dit au début de la présentation, lorsqu'on veut étudier l'essentialité d'un gène, eh bien, on retire ce gène et on compare l'impact de cette déficience. On a donc utilisé et infecté des souris de type sauvage, c'est-à-dire qui possèdent tous leurs gènes, et infecté de la même manière des souris, mais qui étaient déficientes pour le gène ACOD1. Et on a comparé donc le nombre de bactéries qu'il y avait dans le poumon à différents temps post-infection entre ces deux types de souris. Et comme vous pouvez le voir, on a observé des différences significatives qui sont plus grandes à 9 jours post-infection entre ces deux types de souris-là, ce qui suggère que le gène ACOD1 permet bel et bien une partie du contrôle de la bactérie Brucella au niveau du poumon. En creusant un petit peu dans la littérature, on s'est rendu compte qu'un des mécanismes qui pouvait expliquer ce contrôle, c'est que ACOD1 permet la production d'une molécule qui s'appelle itaconate au niveau de structures d'organelles spécifiques dans la cellule, et que cette molécule itaconate était capable de venir inhiber la croissance de bactéries en ciblant l'ICL, l'ICL ici, donc l'isocitrate lyase, qui est une protéine qui fait partie d'un cycle des bactéries. Alors, pour voir si l'inhibition de la croissance de Brucella dans notre modèle était bien due à cela, on a d'abord évalué la croissance de la bactérie en absence de la molécule itaconate. Donc ici, on a mesuré la densité optique qui fait référence au nombre de bactéries qu'il y a, par exemple ici dans ce puits-ci, en fonction du temps. Donc voici une croissance classique de bactéries. Alors pour voir si la molécule itaconate venait bien inhiber la croissance de notre bactérie, on est venu ajouter dans un puits la molécule itaconate. Et là, on voit bien qu'il y a une inhibition de la croissance de la bactérie, ce qui suggère bien que la molécule itaconate peut inhiber la croissance de notre bactérie. Alors, pour savoir si dans notre cas, c'était aussi une inhibition qui était dépendante de la protéine ICL, on est venu enlever le gène qui produit cette protéine pour voir si dans ce cas-là, les bactéries pouvaient se multiplier à nouveau. Et comme vous pouvez le voir, quand il n'y a plus la protéine ICL, la molécule itaconate
n'est pas capable de venir inhiber la croissance de la bactérie, la multiplication de la bactérie, et on retombe donc à une croissance quasi normale. On a voulu vérifier si dans des conditions in vivo, donc dans un modèle souris, si le mécanisme par lequel ACOD1 agissait sur Brucella était le même. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a infecté des souris qui possèdent le gène ACOD1 et qui permettent la production de l'itaconate avec des souris qui possèdent également la protéine isocitrate lyase. Et donc ça, c'est le niveau, je vais dire, basal de bactéries qu'on a obtenu dans le poumon à 9 jours post-infection. Alors, si maintenant on infecte des souris qui n'ont pas le gène ACOD1, qui ne sont donc pas capables de produire la molécule itaconate et qui donc théoriquement ne sont pas capables de venir inhiber la croissance de la bactérie, on observe bel et bien qu'on a une augmentation du nombre de bactéries dans cette condition-là. Ce qui suggère bien que la molécule itaconate est capable de venir inhiber la croissance de Brucella. Si maintenant on réalise la même expérience, donc on infecte des souris qui ont la possibilité de produire la molécule itaconate, mais qu'on les infecte avec des bactéries qui n'ont plus la protéine isocitrate lyase, ICL, eh bien, on devrait également s'attendre à une augmentation du nombre de bactéries puisque la molécule itaconate ne peut plus rien cibler chez la bactérie. Et c'est en effet ce qu'on a observé. On a donc bien une augmentation par rapport à la condition où l'isocitrate lyase est présente chez les bactéries. Et enfin, lorsqu'on infecte des souris qui n'ont pas la possibilité de produire l'itaconate avec des bactéries qui n'ont pas l'isocitrate lyase, l'ICL, on conserve cette charge bactérienne, ce qui suggère bien et ce qui confirme que la molécule itaconate, qui est produite via le gène ACOD1, est capable de venir inhiber la croissance de Brucella de manière dépendante à l'ICL. On a donc bien ici trouvé que ACOD1 était un des mécanismes qui permettait de contrôler en partie l'infection précoce par Brucella au niveau cellulaire, mais on a également remarqué qu'il y avait une forte différence d'inhibition lorsqu'on travaillait in vitro, c'est-à-dire dans la plaque, ou in vivo dans un modèle en souris, ce qui suggère qu'il y a encore d'autres mécanismes immunitaires qui sont à découvrir. Donc s'il y a bien un message principal ici à retenir, c'est que évidemment la réalité du terrain n'est pas du tout la même que lorsqu'on travaille sur des modèles animaux, des modèles expérimentaux, d'où l'importance finalement de travailler avec un bon modèle. Donc le fait de travailler avec des organismes différents fait déjà varier beaucoup de choses. Le but est de ne pas biaiser l'expérience en utilisant encore des modèles qui soient fort différents de ce qui va se faire dans la nature. Donc nous, on a comparé les différentes voies d'infection, intrapéritonéale, intranasale et intradermique, et on a en effet remarqué que certaines réponses immunitaires et certains paramètres immunitaires allaient être complètement différents en fonction de la voie utilisée. Pour le reste de nos expériences, on a travaillé avec le modèle physiologique de l'infection intranasale et on s'est posé la question du contrôle précoce au niveau des muqueuses suite à l'infection par Brucella. Et on est tombé sur le gène candidat ACOD1 et on a pu mettre en évidence que la production d'itaconate via ce gène ACOD1 était capable d'inhiber la croissance de Brucella de manière dépendante à l'ICL. On a remarqué une inhibition quasi totale dans un modèle in vitro et une moins forte inhibition, mais inhibition quand même, dans un modèle in vivo, donc en souris. Alors, cette différence d'impact entre la condition in vitro et in vivo suggère qu'il y aurait donc d'autres mécanismes qui seraient à découvrir et qui joueraient donc avec ACOD1. Cette difficulté finalement de trouver d'autres mécanismes, c'est sans doute lié aussi à la furtivité de la bactérie, le fait qu'elle se fasse très peu détecter. Il y a peut-être également des problèmes de redondance. Donc, si on imagine que deux protéines font la même fonction, le fait d'enlever un gène qui code pour une de ces protéines
eh bien, comme il restera l'autre qui fera exactement la même fonction, on ne pourra pas voir l'impact de la déficience de ce gène. Et aussi, il n'est pas à exclure qu'il y a une partie des mécanismes qui seraient déjà présents de base au niveau des muqueuses et donc qui nous empêcherait de voir l'impact de notre gène ACOD1, de la déficience de notre gène ACOD1. Alors évidemment, comme dans tous les projets, on peut toujours aller un peu plus loin. Donc dans ce projet, ça serait intéressant finalement de voir par quel mécanisme la molécule itaconate vient inhiber la croissance de Brucella. Ça serait également intéressant de tester ces expériences à des temps plus tardifs parce que ça permettrait d'activer potentiellement d'autres voies chez la bactérie qui nous permettraient de voir d'autres impacts. Et comme on a vu que les routes d'infection pouvaient modifier la réponse immunitaire, ça serait également intéressant de voir l'impact de la déficience d'ACOD1 dans la rate après infection intranasale ou bien également dans le poumon après une infection intrapéritonéale. Mais il y a encore du coup quelques questions en suspens. Voilà, j'aimerais vous remercier pour votre attention. Beaucoup d'entre vous auront reconnu Jaina. J'aimerais également remercier les membres de mon jury qui pour la plupart ont fait partie aussi de mon comité d'accompagnement pour tous vos conseils, vos avis, les modifications qu'on a dû faire pour améliorer que ce soit l'article ou le manuscrit écrit. Évidemment, remercier mes promoteurs. Donc, Eric, merci pour ton énorme disponibilité, pour toutes les discussions, ta grande curiosité scientifique. J'ai l'impression que tu es un livre. C'était toujours un plaisir de discuter avec toi. Merci pour la liberté aussi que tu m'as offerte et je trouve que tu as de grandes qualités de chef. Xavier, merci pour tout aussi, ton accueil dans ton équipe, pour la passion que tu transmets passionnément. Je pense que tu es un des premiers profs à l'université qui m'a donné envie de m'aiguiller vers les petites bébêtes. Je n'oublie pas Jean-Jacques qui m'a suivi durant tout mon mémoire, ma première année de thèse. Toutes les personnes qui ont participé à ces projets, que ce soit pour nous donner des souris ACOD1 déficientes, pour réaliser les RNA-seq, l'analyse du RNA-seq, tous les mémorants qui m'ont aidé sur toutes les différentes manips, qui m'ont apporté beaucoup, les différentes plateformes, toutes les personnes de l'URBM, j'en cite pas comme ça, j'oublie personne, Narilis, l'UNAMUR, le FNRS pour les financements, les fonds, les prix, etc. Merci.